Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai parlé de la visite de Mohammed Ben Salman à Paris, qui a rencontré Monsieur Macron, une visite qui a coulé beaucoup d'encre. Je voudrais aujourd'hui faire un petit zoom sur les pays du Golfe. On les appelle les pays du Conseil de coopération du Golfe. C'est un conseil qui réunit les monarchies du Golfe. Et autour de lui gravitent aussi l'Égypte et la Jordanie, mais ce sont des pays pauvres. Donc, je voudrais vraiment vous parler plus des monarchies du Golfe, hein. Donc le Bahreïn, Oman, les Émirats bien sûr, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Voilà. Et le Koweït, j'allais oublier le Koweït. Eh bien, ces pays, moi j'ai révisé mon avis sur eux. Avant, je les jugeais d'une manière un peu trop cassante, je les dénigrais même, je fais mon mea culpa. Pour moi, c'était des espèces de colonies de l'Occident où ils achetaient les Rolls-Royce, les Boeing, les Airbus, les armements. Ils amenaient les ingénieurs européens, les Allemands, les Russes, les Bulgares, les Portugais pour gérer leur tour de contrôle, gérer le métro, gérer les autoroutes, gérer la bourse, gérer l'eau, distribuer tout, l'électricité, les télécoms, tout ça. C'était ma vision. Et là, j'ai complètement changé de. J'ai fait mon mea culpa, mon aggiornamento, parce que finalement, ces pays ont très bien joué avec les cartes qu'ils avaient. Les cartes qu'ils ont. C'est-à-dire que ce pas des pays de création scientifique, il n'y a pas d'innovation. On a beau faire le Louvre à Abu Dhabi, la Sorbonne à Abu Dhabi, les plus grandes universités du monde, planter des panneaux solaires dans le désert et des auditoriums, des salles de cours climatisées, ça ne sert à rien. Rien ne pousse. Par contre, ce qu'ils ont bien joué, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent et ils ont compris que le monde occidental avait un prix. Les gens sont corruptibles et corrompus. Donc ils ont acheté des relais d'opinion chez nous, bien de chez nous, dans des relais d'opinion de droite comme de gauche. Ils sont assez œcuméniques, ils achètent tout le monde, des politiciens de droite comme de gauche, les think tanks de chez nous en France comme des États-Unis. Ils ont fait ils ont fait avec vous en Occident, ce qu'ils ont fait avec le Maghreb dans les années 80-90, où ils ont acheté les régimes en leur donnant de l'aide économique. Il faut voir que c'est que l'Égypte. Bon, c'est pas le Maghreb forcément l'Égypte, mais ce que c'est que l'Égypte. L'Égypte est une dépendance de l'Arabie. L'Égypte elle ne boucle pas les fins de mois sans l'Arabie Saoudite. Le Maroc a beaucoup souffert de cet entrisme saoudien parce que nous avions, c'est moins le cas aujourd'hui, nous avions une guerre dans le désert du Sahara, ça coûte cher, hein, un F-16 ou un tank. Après la chute du Shah d'Iran qui nous donnait les F-16 et les tanks gratuitement, nous avons commencé à les acheter chez les Saoudiens. Les Saoudiens te disent, je te donne de quoi acheter un F-16 ou un tank tout de suite, sans condition, avec le FMI, non, direct. Par contre, tu me laisses ouvrir une mosquée qui va bien, salafiste, tu laisses mes prédicateurs diffuser les cassettes, les CD, tu laisses les centres culturels saoudiens diffuser le wahhabisme. Voilà, on a payé le prix, hein. D'où le mouvement islamiste au Maroc. En Algérie, je pense qu'il s'est passé des choses assez similaires, quoique un peu différentes, mais c'est la même politique. C'est bien joué. Ils l'ont fait chez nous, et là, ils la font chez vous. En achetant vos leaders d'opinion, bien de chez vous, bien de souche, mais aussi en faisant de l'entrisme dans l'immigration. Il y a des rapports officiels sur tout ça, hein, de l'Organisation de la coopération islamique. Puis il y a la réalité. Vous voyez l'argent des ambassades des pays du Golfe qui est déversé sur des associations communautaires en France, mais aussi en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, voilà. Donc, ils vous tiennent. Parce que si la France ne marche plus droit, bah, il y aura une intifada dans les banlieues, et derrière, peut-être qu'il y aura un pays du Golfe. Ou même du Maghreb, hein, pareil. Voilà, c'est très bien joué. C'est ça la politique, hein. La politique, c'est pas un sport de naïf ou j'allais dire d'idéaliste. Il faut être idéaliste et salopard en même temps, hein. C'est ça le succès, hein. Même De Gaulle était un peu salopard sur les bords, hein. Vous voyez ce qu'il a fait avec la guerre d'Algérie, hein, l'abandon des harkis, l'abandon des pieds noirs, voilà. C'est comme ça, hein. On n'est pas dans un monde, on est dans le monde de Dante, hein. On n'est pas au paradis, hein. On est en enfer. Et les meilleurs d'entre nous sont peut-être au purgatoire, mais guère plus. Donc ces pays-là, ils jouent maintenant sur notre faiblesse intellectuelle, sur le thème de l'islamophobie. C'est-à-dire que maintenant, ils te poussent l'islam dans sa version la plus combattante, la plus incandescente, et dès que tu la ramènes, dès que tu dis attention, je suis chez moi, je ne veux pas du Burkina à Grenoble, islamophobie. Voilà, donc il ne faut pas croire, enfin, tous ces mouvements-là enfin, tu ne peux pas défendre le Burkini ou défendre je ne sais quoi, l'islamophobie, sans payer tes factures. Parce que
Le téléphone portable coûte cher, Internet coûte cher, les locaux coûtent cher, il y a l'inflation, ça a échappé à l'INSEE, à Monsieur le maire, mais il y a l'inflation. J'ai payé un risotto à Paris ces derniers temps à 22 euros. Donc cette inflation-là, cette cherté de la vie, et on souffre aussi, les militants, de ces causes-là. Il faut bien que quelqu'un les finance, hein, et vous voyez d'où l'argent vient. Il vient pas de... Voilà. Il vient soit de la politique de la ville, grâce à la France, il vient soit de l'ambassade des États-Unis, grâce aux formations là, de Young Leaders, je sais pas quoi là, et vous avez l'argent des pays du Maghreb, des consulats du Maghreb et des pays des organisations islamiques qui agissent en France et personne ne s'y oppose apparemment. Voilà, alors comment on peut réagir? Comment vous pouvez réagir, chers amis français? Eh bien, c'est en regardant ces pays-là tels qu'ils sont, c'est-à-dire en reconnaissant qu'ils sont beaucoup plus malins que ce que nous pouvions croire. On n'est plus avec des bédouins, on n'est plus avec ils ont accès maintenant à des grandes intelligences, hein. Ils ont fait la paix avec Israël, ouvertement ou dans les coulisses. Donc ils ont accès à des grandes intelligences à Israël qui leur montrent le chemin du lobbying en France, aux États-Unis. Ils ont des gens qui les défendent, qui sont de très haut niveau. Voilà, on n'est plus dans des princes du désert qui font des méchouis et qui luttent. Voilà. Avant, ils avaient le problème israélien, là, ils l'ont plus. C'est-à-dire qu'avant, ils venaient nous chercher pour nous dire, dites aux Israéliens de ne pas exagérer avec les Palestiniens. Là, ils ne viennent plus nous chercher. Mais ils ont des grandes fragilités. La première, ce sont des pays d'immigration. C'est-à-dire que les Émirats arabes unis, tu as 80% de la population, voire plus, qui sont des étrangers. Mais des étrangers, vraiment étrangers, qui viennent du Soudan, du Pakistan, de l'Inde, et qui ont la rage. Ils sont maltraités. Ce sont des pays d'apartheid. L'apartheid continue. Alors pas en Afrique du Sud, mais il continue aux Émirats, au Qatar, et en Arabie. Il y a deux classes sociales. Enfin, il y a ceux qui appartiennent à... Il y a les natifs et il y a les autres. Donc ça va péter un jour, ça va exploser. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que nous qui payons le prix cher de la diversité. Les lois de la physique sont les mêmes partout, hein. Sur toutes les latitudes. Hein. Je veux dire, la loi de Newton, c'est la même. Eh bien, il y a une loi de Newton dans la diversité. Quand tu mets ensemble des populations qui n'ont rien à se dire, en plus quand tu les opprimes, ce qu'on ne fait pas nous en France, mais quand eux ils oppriment tout le monde, ils oppriment même les musulmans qui ne sont pas saoudiens. Demandez, regardez le sort des Soudanais, ou des Éthiopiens musulmans, ou des Égyptiens en Arabie. Hein. C'est très difficile. Je ne vous parle même pas des Philippines catholiques qui sont, voilà, qui vivent des choses très très dures. Donc ça va péter un jour. Donc ça, nous, on peut jouer sur ça, hein, pour leur dire, les gars, on peut vous aider à gérer ça, ou on peut faire péter ça. C'est ça la politique, hein, il faut être un peu machiavélique. Ce sont des pays fragiles par rapport à l'Iran, ils ont une peur bleue de l'Iran, ils connaissent le Perse, et de ce dont quoi il est capable, et puis ils ne font pas confiance à leurs propres forces armées. Ils sont un peu comme les Africains d'avant. Je ne sais pas comment est l'Afrique aujourd'hui, mais ils ne font pas confiance à leurs forces armées. Alors ils ont beau les envoyer à San Diego ou au Texas pour voler dans les F-16, les F-35, je sais pas quoi. Ils ont beau les barder de diplômes et de matériel et tout ça, ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur eux. Pour des guerres extérieures, vous avez vu au Yémen, catastrophe totale de l'armée saoudienne, malgré les entraînements, les drones, les satellites, tout ça, ils ont fini par faire appel à des pilotes marocains qui ont été rapatriés plus tard parce que le Maroc ne veut plus participer à cette boucherie. Ils ont amené des pilotes, je crois, thaïlandais ou taïwanais, je sais pas quoi. Et puis ils ne font pas confiance à leurs propres forces armées à l'intérieur en cas de révolte. Parce que vous avez de la diversité. Vous avez des chiites en Arabie. Vous avez, enfin, c'est pas très clair. Ils font pas confiance et ils n'ont pas de motif vraiment de faire confiance. Donc tout ça, ça pose la France, un pays de militaires, avec un noyau dur dans l'armée, des gens qui travaillent bien, ça pose la France comme... Enfin, ça nous donne des cartes dans notre jeu. Maintenant, et puis nous avons un peuple, ce que j'appelle le peuple profond. Et oubliez les élites parisiennes, tout ça. Le peuple profond est un peuple qui est capable d'aider les Saoudiens, les Émiratis, les Koweïtiens à régler leurs problèmes dans le respect. Win-win, hein, comme on dit, gagnant-gagnant. Hein, c'est contre un chèque en dollars ou en pétrole. Mais sans faire de leçons aux gens. Le français, c'est un type qui se tient à carreau. Pas le français qui nous gouverne, pas la caste. Je parle du français profond. C'est un type qui veut faire son job et repartir le dimanche chez lui, boire son pastis et profiter de sa famille et regarder le Tour de France. Il ne veut pas changer le monde, même s'il a un avis sur le monde. Donc il n'est ni wokiste, ni climato je sais pas quoi, ni covidiste, ni rien du tout. Il y a un peuple profond français qui ne prend pas les gens de haut
et il est très apprécié. Très apprécié. Il n'est ni raciste, ni islamophobe, quoi que ce soit. Voilà. Faut sortir de Paris et du milieu pourri des indigénistes qui sont en symbiose avec nos élites, qui nous détestent et qui se détestent en même temps. Enfin, Paris c'est Néron, Paris c'est Rome sous Néron, ça brûle. Il faut sortir de la fumée noire, des poussières toxiques, pour voir le peuple profond. Ce peuple profond qui peut parler aux Arabes, aux Africains, aux Asiatiques, aux Pakistanais. Voilà, voilà. Donc nous avons des cartes réelles, sérieuses entre nos mains. Bien sûr, nous sommes encore un peuple technologique, il y a encore des innovations en France. Plein de choses, il y a encore plein d'atouts. Mais il faut remettre ça en musique. Et là, on retombe sur le problème du leadership. Où est le leadership? Où sont les leaders? Hommes et femmes. Là, le manque de leadership, il est général chez les hommes, chez les femmes et chez les personnes en transition de genre. Là, je pense que nous avons une certaine unité dans la diversité. Bon, soyons optimistes, nous avons des atouts. Un jour ou l'autre, on finira par les exercer parce que le monde va changer, il est en train de changer. Et si nous sommes devenus fous, nos élites sont devenues folles, les MBS, les MBZ, les Koweïti, les Altani de Qatar, ils ont beau être dogmatiques, machos, homophobes, patriarcaux, je pense qu'il faut dire, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous, j'espère qu'ils nous donneront 2-3 baffes, gentiment, mais 2-3 baffes pour qu'ils nous réveillent et pour qu'ils nous disent venons travailler ensemble. Parce que eux, ils ne sont pas fous parce qu'ils veulent un monde multipolaire, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus compter que sur les États-Unis, ou que sur Israël, ou que sur la Turquie, enfin surtout pas sur la Turquie, pour défendre l'Iran ou d'autres pays, ou d'autres menaces. Donc j'espère qu'ils nous donneront une leçon sud-nord, parce que ça fait 200 ans qu'on donne des notions nord-sud. Voilà, je pense que maintenant nous sommes dans la position de l'élève qui doit recevoir quelques leçons pour nous réveiller. Voilà. C'est peut-être ça aussi la Renaissance française, c'est accepter les feedbacks des pays qui jadis nous considérions comme des pays sous-développés, des pays de nomades qui n'ont rien à dire à part acheter des avions français, des missiles Safran et des Airbus et des hôtels particuliers à Paris ou dans je sais pas quoi, dans quel département français. Il faut qu'ils continuent à faire tout ça, évidemment, ça rapporte très cher, ça rapporte un pognon de dingue, comme dit M. Macron. Ça permet à nos artisans de faire de belles choses, mais j'espère qu'ils nous rendront ce service-là. Allez, à demain.